Bonjour, prenez bien soin de vous, respectez les consignes et n'oubliez pas notre slogan de l'Odyssée. Dans ces temps de distanciation sociale, il faut intensifier la proximité cinéphilique. Aujourd'hui, suggestion cinéphile numéro 9, un grand film, un film clé de voûte du cinéma italien et un film essentiel de l'histoire du 7e art, Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini. Ce film a été réalisé à chaud. Au moment, il a d'abord été préparé dès 1943, alors que la guerre continuait, bien sûr, et que l'Italie était en train de vivre une drôle de période. Les soutiens de Mussolini l'avaient lâché à la suite du débarquement américain en Sicile. Le maréchal Badoglio, qui était son bras droit, l'avait écarté du pouvoir dans la perspective de négocier avec les Alliés. Courage, fuyons, comme disait l'autre. Et le roi Victor Emmanuel III, avait soutenu ce mouvement-là. Et en 1943, on était encore donc dans la période du fascisme finissant, mais du fascisme. Mussolini allait être sauvé par des parachutistes allemands. Il allait créer la République de Salo auprès du lac de Garde, au bord du lac de Garde. Et il faut savoir que le fascisme a été très moderniste dans le domaine du cinéma. En 1932, Mussolini crée le Festival de Venise, qui devait être une vitrine, une carte de visite du régime fasciste. Et en 1937, il crée les studios de Cinecittà à Rome. Et très rapidement, ce sera son fils, Vittorio, qui va devenir le patron, qui adorait le cinéma, qui était un aviateur, et qui prendra la direction des cinémas, des studios de Cinecittà. Et ça va être l'occasion, la fin des années 30, pour toute une série de jeunes qui n'étaient pas du tout fascistes, mais plutôt communistes ou pro-communistes, de faire leurs premières armes à l'ombre du cadre fasciste du cinéma. C'est le cas d'Antonioni, c'est le cas de Fellini et c'est surtout le cas de Rossellini, qui va faire déjà plusieurs films fin des années 30 et début des années 40. En 1944, avec le Rome, ville ouverte, eh bien, c'est un film qu'il prépare et qu'il tourne, on pourrait dire, à chaud. Les combats viennent juste de se terminer à Rome, libéré de l'occupation nazie en juin 1944, mais dans le nord de l'Italie, la guerre se poursuit, se prolonge. Et il va y avoir une pénurie de pellicules, de plein de moyens. Et Rossellini va tourner ce film avec deux seuls acteurs professionnels, la grande, l'immense, la superbe, la bouleversante Anna Magnani, qui sera son épouse d'ailleurs, à Rossellini, tout de suite après, et Aldo Fabrizi qui joue le rôle du prêtre de l'ecclésiaste dans le film. Pour le reste, ce sont essentiellement des acteurs non professionnels. Et Rome, ville ouverte est d'une certaine manière le début, considéré par les historiens du cinéma comme le début du néoréalisme, mais c'est beaucoup plus que ça, car l'histoire de ce film nous raconte, au fond, la trajectoire de trois personnages principaux. Le personnage principal féminin, Pina, joué par Anna Magnani, de façon assez intéressante, disparaît au milieu du film. C'est la fameuse scène où elle est abattue alors qu'elle court après un camion dans lequel a été raflé son futur époux, Francesco, mariage qui ne se conclura jamais, bien sûr. Et cette scène où elle court et puis elle est abattue est une scène qui est une scène considérée comme d'anthologie aujourd'hui. Deuxième personnage principal, c'est un ingénieur communiste de la résistance. Et puis le troisième, c'est le prêtre. Donc c'est une façon d'en créer la matrice de ce qui va être le fameux duo
Peppone et Don Camillo dans les films qui seront faits plus tard. Mais là, on est dans un contexte tragique. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que, à travers la répression organisée avec l'appui des autorités fascistes par la Gestapo et les SS allemands qui occupent Rome, eh bien, Rossellini va créer un univers où il va refuser le piège du manichéisme. Les Italiens sont des pauvres victimes, les Allemands, à travers la Gestapo, sont des méchants. Il va préférer faire quelque chose qui est particulièrement important. Il va préférer établir des règles et des références pour les comportements éthiques. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, c'est ce que fait la fiancée maîtresse de l'ingénieur communiste Manfredi, qui se drogue pour survivre à cette période sombre et qui va finir par, dans le cadre d'une curieuse relation d'ailleurs avec une femme qui est auxiliaire de la Gestapo, elle va finir par balancer l'endroit, par dénoncer, par faire de la délation, chose vraiment horrible s'il en est, de l'endroit où se cache son amant communiste, qui va évidemment se faire rattraper, avec un prêtre qui lui aide la résistance. Et ce qui est intéressant chez Rossellini, c'est au fond ce que disait Jean-Luc Godard quand il était venu à l'Odyssée. Rossellini, avec Allemagne et les zéros, établit un cadre fixant ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pour des Italiens qui ont été tellement ballottés par l'histoire du fascisme et de la fin du fascisme. Il montre d'une part l'indignité, le degré le plus bas auquel peut arriver l'absence d'éthique, c'est la scène de la torture dans les locaux de la Gestapo de Rome. Et on voit une image superbe bouleversante de cet ingénieur communiste qui est torse nu, un peu comme le Christ sur la croix, et le visage tuméfié, plein de sang, de sueur, et exprimant une souffrance, mais ne parlant pas, et ayant décidé de mourir en héros. Le prêtre, lui, va se faire fusiller en étant assis, tournant le dos au peloton d'exécution, sous les yeux des enfants. Eh bien, lui aussi, il incarne l'héroïsme et ce vers quoi doit tendre l'Italie. Je voudrais dire que dans ce film, il y a aussi le rôle des enfants. Et ces enfants sont des petits êtres souvent orphelins à cause de la guerre, auxquels on a volé l'innocence de leurs enfants, de leurs jeux. Ils sont déjà des petits résistants, puisqu'ils s'amusent, entre guillemets, à poser des bombes, et ils vont assister à l'exécution du prêtre ecclésiastique. Et probablement cela restera marqué à jamais dans leur cerveau. C'est donc un film qui établit les bornes de ce qu'il faut faire et qui doit être séparé de ce qu'il ne faut pas faire. Vivre certes, mais sans perdre l'éthique et sans tomber dans la dénégation de l'humanité, ou plus exactement dans le fait de flatter toute la part d'inhumanité dont les êtres humains sont capables. Ce film est un chef-d'œuvre, tourné avec une image sale, vu les circonstances de production et de réalisation, mais une image qui fait que d'emblée, ce film apparaît comme un document d'archives, alors que c'est un film de fiction qui est l'objet d'une scénarisation et d'une mise en scène extraordinaire à voir et revoir, soit sur Allociné, soit sur Cinétech, soit sur d'autres sites que vous connaissez. Mais dans ces temps de confinement qui courent, voyez un film incontournable. À bientôt, merci.